Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à la séance d'information en lien avec le programme de subvention Living Lab TNCM, Innovation en recherche afin de faciliter les transitions et parcours des personnes vivant avec un trouble neurocognitif majeur et leurs proches. Donc, mon nom est Michael Bernier. Je suis chargé de programme au Fonds de recherche du Québec Santé et responsable de ce nouveau concours qui est tenu, comme vous le savez, en partenariat avec le ministère de la Santé et des Services sociaux et l'unité de soutien au système de santé apprenant du Québec. Donc, vous devinez que je serai animateur-modérateur de la rencontre d'aujourd'hui et serai épaulé par la firme Altitude C pour tous les aspects techniques et les logistiques. Donc, je les remercie pour leur collaboration. Donc, la séance d'aujourd'hui s'annonce fort intéressante en ce que les personnes de différents horizons s'y sont inscrites. Je pense ici à des chercheurs et chercheuses, bien sûr, mais aussi à des personnes des établissements de santé. On a aujourd'hui des gestionnaires, conseillers, conseillères, ainsi que des professionnels de la santé œuvrant auprès des aînés, sans oublier des professionnels de recherche, des gens des bureaux de la recherche, des universités et des représentants d'organismes communautaires. Donc, ce que je pourrais vous dire, c'est merci d'avoir répondu massivement à l'appel qui vous a été lancé. Donc, comme vous avez pu en prendre connaissance dans l'ordre du jour qui vous a été transmis la semaine dernière, les partenaires se relaieront tour à tour afin de vous présenter des informations jugées importantes. Donc, le ministère exposera d'abord les grandes lignes du programme, soit le contexte et les orientations ministérielles, de même que l'objectif général et thématique ciblée par le programme. Ensuite, je présenterai au nom du FRQS de précieux conseils pour la préparation d'une candidature. Donc, ça peut toujours être utile. Enfin, l'unité présentera sa mission et sa structure et glissera quelques mots sur l'atelier méthodologique qui est à venir bientôt. Donc, une fois cela fait, nous pourrons passer à la période de questions qui durera 40 à 45 minutes environ. Donc, justement, en ce qui concerne vos questions, vous pourrez les poser tout au long de la séance dans l'espace chat prévu à cet effet clavardage. Il ne sera pas possible pour vous de poser des questions oralement. Vos caméras et micros demeureront fermés. Donc, c'était la meilleure formule pour un webinaire qui rassemble autant de personnes. Donc, je vais faire une sélection des questions qui risquent d'intéresser le plus grand nombre possible de personnes inscrites. Ceci dit, si vous posez une question et n'obtenez pas de réponse aujourd'hui, vous pourrez me contacter par courriel ou téléphone ultérieurement. Il n'y a aucun souci. Ça me fera un grand plaisir de répondre à des questions peut-être un petit peu plus d'ordre technique. La séance d'aujourd'hui est enregistrée. Elle sera disponible dans les prochains jours sur le site web des FRQ dans la section réservée aux règles de ce programme. Donc, sur ce, sans plus tarder, je ne prends pas davantage de temps. Je passerai la parole à M. Vincent Defoy de la Direction des services aux aînés, aux proches aidants et en ressources intermédiaires de type familial au ministère. Donc, je vais fermer ma caméra, mon micro. Je te passe la parole, Vincent, et je souhaite à tout le monde une excellente séance. Donc, voilà. Merci beaucoup. Donc, il me fait plaisir de vous savoir si nombreux à démontrer de l'intérêt pour cet appel de projet de recherche sur les troubles neurocognitifs majeurs. Alors, cet investissement de 5 millions représente un engagement de la ministre responsable des aînés des proches aidants, Mme Marguerite Blais, qui souhaite améliorer les services offerts aux personnes vivant avec un trouble neurocognitif majeur et à leurs proches. Vous connaissez le grand intérêt qu'il y a actuellement pour les personnes proches aidantes et les impacts sur eux. D'entrée de jeu, je trouve important de vous brosser un bref portrait de l'évolution des travaux ministériels en la matière. C'est en 2007 que le ministère débute ses réflexions en matière de troubles neurocognitifs majeurs. Un mandat est alors confié à un groupe d'experts présidé par le Dr Howard Begman. En 2009, ce comité dépose son rapport qui comprend 7 cibles prioritaires et 24 recommandations. Sachez que ce rapport influence encore à ce jour nos orientations et nos actions. En 2012, on assiste au démarrage de la phase 1. On veut faire de la première ligne le niveau privilégié de la prise en charge. Entre 2013 et 2015, on finance alors 19 projets pilotes dans 40 GMF. Ce qui a été développé devient alors une inspiration pour le développement à grande échelle. En 2016, il y a un effet de mise à l'échelle à la grandeur de la province. Les CIS et les CIUS reçoivent alors un financement récurrent et deviennent ainsi responsables de la mise en œuvre de ce qu'on appelait alors l'initiative ministérielle sur la maladie d'Alzheimer.
Nous sommes maintenant en 2021, alors que la troisième phase de nos travaux a été lancée en décembre dernier. Évidemment, son implantation est quelque peu décalée, considérant les impacts de la crise sanitaire actuelle. Je laisse maintenant le soin à Caroline Boudreau de vous présenter quels sont les principaux éléments qui composent cette nouvelle étape dans ce dossier. Je tiens à me remercier sincèrement de votre intérêt à soutenir nos travaux en matière de troubles neurocognitifs majeurs en misant sur la recherche de nouvelles perspectives cliniques et organisationnelles. Merci beaucoup. Alors, bonjour tout le monde. Alors, je suis Caroline Boudreau, je suis conseillère dans la direction de Vincent au ministère de la Santé et des Services sociaux et je suis responsable des travaux en matière de troubles neurocognitifs majeurs. Alors, ça me fait vraiment plaisir de vous présenter les principaux éléments qui caractérisent la phase 3 de ces travaux. Tout d'abord, on a choisi, Vincent parlait d'une initiative ministérielle, maladie d'Alzheimer. On a choisi d'utiliser le vocable trouble neurocognitif majeur, considérant que c'est maintenant un terme parapluie qui englobe l'ensemble des troubles neurocognitifs et qui nous éloigne de l'utilisation du terme démence, lequel comporte certainement une connotation plus négative. Également, comme choix rédactionnel, dans nos travaux, on a décidé de parler de personnes vivantes avec un trouble neurocognitif majeur plutôt qu'une personne aux prises ou parfois on avait même victime de... Alors, on s'est dit, on va y aller avec vivant. Pour nous, ça nous invite à considérer ces personnes-là comme des gens qui sont des humains avant tout et non à travers le prisme réducteur de la maladie. Maintenant, on sait que la maladie d'Alzheimer, malgré tout, demeure le trouble neurocognitif majeur le plus souvent diagnostiqué entre 60 et 80 de l'ensemble des troubles. Et selon les prévisions, en 2030, on comptera quelques 200 000 personnes qui vivent avec cette maladie au Québec. Alors, on peut aller à la première diapositive, on peut même aller à la deuxième parce qu'en fait, au niveau des travaux, Vincent nous a quand même brossé un tableau, dans le fond, l'évolution des travaux jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes rendus à la phase 3. Puis celle-ci s'inscrit vraiment en continuité des travaux des deux premières phases, en ce sens où on considère qu'il y a encore une consolidation à faire des acquis. C'est sûr qu'à travers des solutions innovantes, mais on a quand même un réseau qui est là et qui a besoin de notre soutien pour consolider ce qui a été entrepris dans les premières phases. Donc, notre vision, un réseau qui offre des services pertinents, adaptés, de qualité aux personnes qui vivent avec un trouble neurocognitif majeur, à leurs proches, tout en favorisant des transitions optimales dans leur parcours, puis en assurant un soutien aux personnes proches aidantes qui les accompagnent. C'est un peu gros, je vais essayer de découper un peu. Pourquoi on a choisi de mettre l'accent sur les transitions? Ça a été vraiment pour nous un constat commun, autant des usagers, des cliniciens, des gestionnaires, que c'est souvent au niveau des transitions dans le parcours de soins qu'il y a des ruptures, des fractures, que ce soit au niveau de la continuité relationnelle, informationnelle, dans l'intervention. Et souvent, c'est à ce moment-là que les personnes et leurs proches se retrouvent en détresse. Alors, et souvent, les transitions reposent sur les épaules des usagers eux-mêmes, de leurs proches, alors qu'on souhaite vraiment que ce soit dans une action de concertation où là, l'ensemble des partenaires s'occupent justement de faciliter les transitions. Ensuite, au niveau de l'objectif, on facilite la transition effectivement dans le parcours des personnes, mais en adéquation, on vient ajouter en adéquation avec leurs attentes, celles de leurs proches, et ce pour améliorer les conditions de vie. Et là, les proches, c'est vraiment très important pour nous, autant les proches que les personnes proches aidantes. On s'attarde vraiment beaucoup, Vincent l'a dit, il y a actuellement des travaux beaucoup plus centrés sur les personnes proches aidantes. On s'y accole évidemment, mais également les proches, parce que certains proches ne seront pas nécessairement des personnes proches aidantes, mais doivent être considérés là, dans notre perspective. Prochaine diapositive.
Au niveau des principes fondamentaux, on est revenu, ce n'est pas nouveau, la responsabilité populationnelle des CIS et des SUS parce que ces derniers sont les responsables de l'implantation de nos travaux depuis 2016, ont des subventions récurrentes et ont vraiment c'est inscrit dans les ententes de gestion et d'imputabilité. Donc, c'est là que ça se passe. Promotion de la réserve et de la santé cognitive. On sait que de saines habitudes de vie, on sait aussi qu'une stimulation cognitive soutenue sont des habitudes vraiment, des avenues prometteuses à promouvoir et on a été très sensibilisés, là, encore plus dans les dernières années, sur l'importance de cette promotion. Au niveau des principes directeurs, l'approche centrée sur la personne et non sur la maladie, dans une perspective de renforcement du pouvoir d'agir des personnes, et ce, malgré la maladie. On le disait tout à l'heure, ces personnes-là sont beaucoup plus que la simple maladie qui pourrait les caractériser. Approche globale, santé et sociale. Il s'agit d'envisager les personnes comme un tout. Ils ont des composantes psychologiques, sociales, uniques et complexes. Donc, c'est l'approche holistique qui est de plus en plus, de toute manière, promue là, à travers les services de proximité. Pertinence clinique, alors c'est vraiment, ça réfère à des soins qui sont qualifiés de pertinents avec des données, en lien avec des données probantes et vraiment collés aux meilleures pratiques cliniques et organisationnelles. Quand on parle de collaboration interprofessionnelle et interorganisationnelle, au-delà de toute la collaboration entre les divers professionnels, on pense que cette collaboration-là devrait transcender le lien d'appartenance à un établissement et vraiment s'inscrire dans un mouvement beaucoup plus large au profit justement des usagers de leurs proches et toujours dans le but de faciliter les transitions. Partenariat avec l'usager et les proches, c'est vraiment, ça implique qu'on définisse de manière en partenariat avec l'usager, donc une définition commune des besoins et aussi qu'on vient conjointement des stratégies à mettre en place pour répondre aux besoins. Prochaine diapositive. Contexte de l'appel projet Living Lab. Donc, Vincent l'a souligné, c'est Mme Blais qui a investi 5 millions pour 2021 pour la recherche en matière de troubles neurocognitifs majeurs. C'est vraiment pour venir soutenir le déploiement de la phase 3 de nos travaux. Vincent l'a mentionné aussi, c'est un déploiement pour l'instant qui est un peu timide. On pensait bien pouvoir être dans les établissements dès 2020. On connaît le contexte, ça n'a pas pu être possible. Mais parallèlement, on est en train, nous, de développer une trousse d'outils pour vraiment faciliter l'implantation, mais plus largement que ça, parce que ça va être vraiment une phase assez marquante pour la suite des travaux. On souhaitait vraiment à ce moment-là obtenir du soutien via l'appel à projet. Et ce qu'on souhaite, c'est le développement et l'implantation d'une organisation de services basée sur, on l'a dit tout à l'heure, les meilleures pratiques cliniques organisationnelles et toujours au bénéfice, évidemment, des personnes qui vivent avec un trouble neurocognitif majeur et leurs proches. Prochaine diapositive. Alors, les caractéristiques des Living Labs dont on parle aujourd'hui, c'est un programme qui est en partenariat, Michael l'a bien mentionné, avec l'unité de soutien SSA Québec, le MES, le FRQS. Des financements jusqu'à 750 000 $ sur 3 ans pour 5 projets maximum, un total de 5 projets maximum. Il y a l'accompagnement qui va être offert justement par l'unité de soutien, mais également par les 4 chargés de projet, dont chaque RUIS a son ou sa chargée de projet. Et ces derniers sont vraiment engagés dans les travaux ministériels depuis le tout début et possèdent vraiment une connaissance fine des réalités terrain, des réalités organisationnelles, sont vraiment au cœur des transformations et de l'implantation des travaux ministériels. Donc, ce seront des alliés vraiment très précieux. Participation de différents secteurs, donc on a la recherche, l'intervention, gestion, partenariat avec les usagers. Prise en compte de certains enjeux au nombre de 6 qui ont été bien déclinés dans le programme que vous retrouvez sur Internet, puis qui font écho, là, évidemment, aux principes là, dont on a parlé tout à l'heure, les principes directeurs de nos orientations. Prochaine diapositive.
C'est sûr que nous, on a une sensibilité très particulière. On est préoccupé par différentes réalités. Donc, une certaine volonté de tenir compte de différentes réalités, justement, soit territoriales ou populationnelles. Par exemple, les milieux qui sont densément peuplés, les milieux excentrés des grands centres. Quand on parle des réalités autochtones, ethnoculturelles, socio-économiquement aussi, là, peut-être défavorisées. Par contre, il faut préciser que l'attribution sera faite uniquement sur la base du mérite scientifique, donc, et non pas par quota, là, par population ou par région. Donc, mais on a cette préoccupation-là. Au niveau des thématiques proposées en somme, bien, on souhaite que les projets s'intéressent aux pratiques cliniques et organisationnelles qui viennent améliorer les transitions dans le parcours de service, au travail interdisciplinaire et à la collaboration entre les milieux utilisateurs afin d'améliorer toujours le continuum de service, aux différences et à l'inéquité dans l'accès aux services. On sait que d'une région à l'autre, parfois, on n'a pas le même accès aux services et on n'a pas le même accès non plus au suivi. Alors, on a vraiment à ce niveau-là également de préoccupation. Prochaine diapositive. Puis ça, le prochain élément, nous, on a tenté vraiment de bien l'analyser lorsqu'on a terminé les deux premières phases des travaux. Il y a des conditions qui sont facilitantes et il y a vraiment des obstacles dans l'organisation des services. Et ça, vraiment, on souhaite qu'on puisse s'attarder là, à ces facteurs-là. Il y a effectivement aussi les facteurs biopsychosociaux et culturels, toujours dans la perspective d'inclusion et d'équité. Et finalement, les innovations qui permettraient de répondre aux enjeux, de limiter les difficultés associées aux transitions. Donc, tout à l'heure, on parlait de consolidation dans la continuité des premières phases des travaux. Toutefois, on pense à ce moment-ci que les innovations sont vraiment les bienvenues, toujours pour dans le fond, être en corrélation avec la vision qui est d'améliorer les transitions. Alors, pour moi, ça fait le tour. Merci beaucoup. On se reparle plus tard, certainement avec des questions. Un grand merci à vous deux, Vincent et Caroline, pour la section du ministère de la Santé et des Services sociaux. Donc, on arrive à la mienne qui, bien sûr, concerne celle du Fonds de recherche du Québec Santé, des conseils pour la préparation d'une candidature. Avant d'aller plus loin, je voudrais juste préciser aux personnes participantes que j'ai reçu une seule question à ce jour. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez d'ores et déjà les inscrire à même la section clavardage. Je les prends en note, puis on pourra apporter des éléments de réponse à la période réservée à cet effet. Donc, diapositive suivante, s'il vous plaît. Premier conseil que je pourrais donner aux personnes qui sont intéressées par le programme, dans un premier temps, ce serait de bien camper votre projet dans une formule de type Living Lab. À cet effet, c'est capital de prendre attentivement connaissance du livre blanc des Living Labs qui est référencé dans les règles du programme. Vous avez un hyperlien qui vous permet d'y accéder à même notre site Web. Bien sûr, c'est important de consulter d'autres sources d'informations sur le sujet et, dans la mesure du possible, bien sûr, de s'entourer de personnes qui s'y connaissent déjà en la matière, qui connaissent l'approche. Prochaine diapo. Je peux quand même vous donner quelques caractéristiques des Living Labs, là. Donc, c'est une méthode de recherche en innovation ouverte qui vise, entre autres, le développement de nouveaux services, de nouvelles approches. C'est un processus de co-création avec les usagers finaux dans des conditions dites réelles. Les usagers finaux, on s'entend ici que ce sont les personnes qui vivent avec un TM-TM et leurs proches aidants également. Ça peut inclure aussi d'autres personnes. Donc, les Living Labs doivent permettre la formulation, le prototypage, validation, le raffinement de solutions complexes à travers l'expérimentation dans des contextes de vie réels. Donc, on teste des choses, on les reteste. Si ça ne donne pas des bons résultats, on les ajuste. On vise l'adaptation à différentes clientèles. Donc, c'est possible d'avoir des collectes de données à plusieurs reprises, puis toujours en interaction avec différents types d'utilisateurs. C'est un écosystème de partenariat public, privé, utilisateurs, citoyens. Donc, on fait travailler ensemble des gens qui ne se côtoient pas toujours par défaut. Puis, on s'éloigne un petit peu de la recherche universitaire, plus académique aussi. Donc, il y a différentes parties prenantes dans les projets de Living Lab.
Puis, pour reprendre des termes là, qu'on utilise plus souvent, qu'on connaît mieux, c'est vraiment une approche de recherche participative ici. Donc, diapo suivante, s'il vous plaît. Merci. Conseil 2 a trait à la recherche axée sur le patient. Donc, c'est super important de faire du partenariat de recherche avec les usagers, les usagères et leurs proches une priorité. Donc, c'est les mêmes conseils que pour tout à l'heure. Donc, c'est de prendre attentivement connaissance d'un document important. Il est référencé dans les règles du programme sur le web. Il s'agit des règles de l'art en matière de recherche axée patient. Vous avez ce document-là. Bien sûr, ce serait bien de consulter d'autres documents aussi et de s'entourer de personnes qui se connaissent en la matière. Donc, la recherche axée patient avec les efforts qui ont été déployés par l'unité de soutien ISRAP dans les dernières années, je pense que ça fait en sorte qu'il y a de plus en plus de gens qui s'y connaissent en la matière et qui en font même un réflexe, la recherche axée patient, pour différentes problématiques touchant la santé humaine. Donc, c'est un conseil que j'ai à vous donner ici aussi. Donc, s'entourer de quelqu'un qui se connaît déjà en la matière. Ce que précisent les règles du programme à ce sujet-là, en fait, il y a plusieurs choses. Donc, je vous donne les 3 points les plus importants. C'est que des usagers et usagères et ou leurs proches devront être impliqués dans l'élaboration du projet et la préparation de la demande, ainsi que dans le déroulement du projet dans une approche de co-création. Donc, c'est du début à la fin qu'on veut une participation des usagers patients partenaires. Les équipes qui présentent une demande devront être capables de démontrer que leur projet cible des priorités reconnues par les usagers et usagères ou leurs proches et qu'il apporte des bienfaits concrets et mesurables pour ceux-ci. On parle notamment de l'expérience de soins, de l'accès, de l'équité. Donc, il faut qu'il y ait un dialogue forcément entre les chercheurs, l'équipe de projet, puis les usagers, patients, partenaires et une implication concrète, bien sûr. Et d'un point de vue pratico-pratique, la participation d'au moins un usager ou usagère ou proche d'une personne vivant avec un TNCM doit être confirmée dès le dépôt de la lettre d'intention. D'autres usagers ou usagères pourront s'ajouter par la suite, mais ici, le FRQS et ses partenaires voulaient marquer une différence avec d'autres programmes similaires qu'on a eus. Donc, ce n'est pas juste au moment de la demande complète qu'on veut la participation concrète d'un usager, mais dès la lettre d'intention. Donc, c'est très important ici. Conseil numéro 3 concerne la constitution de l'équipe. Donc, vous savez peut-être que la date limite pour la transmission des lettres d'intention est le 7 octobre prochain, 16h30 précisément. Donc, il ne faut surtout pas tarder pour constituer une équipe qui est composée au minimum de 4 personnes clés. Okay, bien sûr, il doit y avoir une personne responsable de la présentation de la candidature, donc un chercheur principal ou une chercheuse principale. Et cette personne-là doit répondre au statut 1 ou 2 de nos règles générales communes. Donc, les règles générales communes des fonds de recherche du Québec, c'est un peu la Bible, c'est nos règles de base. Donc, statut 1, chercheur universitaire, statut 2, chercheur universitaire clinicien. Donc, c'est une ou l'autre de ces 2 personnes-là qui peut porter un projet. Elle doit, cette personne-là, s'adjoindre d'un co-chercheur ou d'une co-chercheuse qui répond au statut 1, 2, 3, 4A ou 4B des règles générales communes. Statut 3, chercheur ou chercheuse de collège. Donc, c'est un programme qui est ouvert aux personnes qui sont enseignants dans des milieux collégiaux qui voudraient participer au projet. Également des gens en CCTT, aussi c'est tout à fait possible de le faire. 4A, ce sont des chercheurs dans des organismes provinciaux qui sont reconnus par les FRQ pour gérer des fonds. Je donne comme exemple l'Institut national de santé publique, l'INES aussi, ça fait partie de la liste. 4B, ce sera à ce moment-là un co-chercheur qui est d'un autre organisme public là, qui n'est pas nécessairement reconnu pour gérer des fonds des FRQ, ou un organisme privé aussi. Donc, c'est une possibilité. Il faut également un co-chercheur ou une co-chercheuse qui représente un milieu utilisateur et qui répond au statut 4C des règles générales communes. Puis enfin, il faut un co-chercheur, une co-chercheuse usagère ou un proche ou une proche d'une personne qui vit avec un TNCM et qui répond au statut 4A, donc participant à titre individuel. Donc, c'est un terme un peu générique, mais c'était tout à fait pertinent d'inscrire les usagers comme co-chercheurs. On a trouvé un moyen de le faire à travers ce statut-là. Donc, diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors, des précisions en ce qui concerne le statut 4C, donc personnes des milieux utilisateurs. Donc, ces personnes-là peuvent revêtir différents profils. Par exemple, ça peut être une personne qui est à la direction d'un groupe de médecine familiale. Ça peut être une personne dans un poste clé au sein d'une direction responsable de programme service d'un CIS ou d'un CIUS. Comme exemple, je pourrais vous donner soutien à l'autonomie des personnes âgées, bien sûr.
Ça peut être un médecin de famille ou un autre professionnel de la santé des services sociaux investi dans les services offerts aux personnes qui vivent avec un TNCM. Ça peut être quelqu'un à la direction d'un organisme communautaire ou à but lucratif également, ou à la direction d'une pharmacie communautaire. Donc, il y a différentes personnes, différents profils pour les co-chercheurs qui seront des milieux utilisateurs, milieux de pratique. Donc, c'est super important d'avoir au moins une personne de ce type dans l'équipe. Il peut en avoir davantage. Donc, il y a jusqu'à 8 co-chercheurs qui sont permis par l'équipe. Ce qui ne veut pas dire que pour la lettre d'intention, vous devez avoir votre équipe complète. Il peut s'ajouter des gens entre le dépôt de la lettre d'intention et le dépôt de la demande complète. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Merci. Conseil 4, l'appui d'un CIS ou d'un CIUS. Donc, il faut s'activer pour obtenir l'appui du ou de la PTG d'un CIS ou d'un CIUS. Donc, les établissements doivent être mis à contribution. C'est incontournable. Donc, tous les projets présentés devront recevoir un appui concret de la part du PDG ou de la PDG d'un CIS ou d'un CIUS. Pour l'étape de la lettre d'intention, peut-être un travail un petit peu moins imposant. Là. Donc, cette personne-là devra rédiger une lettre d'appui seulement. C'est une page. Il n'y a pas d'instructions particulières qui sont indiquées dans les règles du programme. Donc, ça peut simplement être de mentionner, là, sans trop se commettre sur les moyens, sur le fait qu'on appuie le projet d'une équipe. Par contre, au moment de la demande complète, cette même personne-là devra remplir un formulaire un petit peu plus substantiel, là. Puis d'où l'idée d'un appui concret. Donc, on ne veut pas juste des formalités ou des bons mots, on veut certains engagements très, très précis. Puis ce formulaire-là est disponible dans la boîte à outils sur la page web des règles du programme. Donc, juste en bas de votre écran, dans les règles de programme, vous pouvez trouver ça éventuellement. Donc, diapositive suivante. Donc, le formulaire, justement, il vise à s'enquérir de 3 choses principalement. D'abord, de la portée stratégique de la participation du CIS ou du CIUS dans le projet de recherche, dans le projet de Living Lab. Ensuite, des ressources qui sont offertes au candidat ou à la candidate. Donc, ça peut être des ressources matérielles ou humaines, bien sûr. Troisième aspect, du plan de suivi du projet et la stratégie de partage et de valorisation des connaissances générées. Donc, tu sais, c'est là où on voit qu'on veut une certaine concrétude là, dans les appuis. Puis même si, bon, ces choses-là peuvent paraître importantes, là, et puis le formulaire comporte quand même quelques pages, on demande une demi-page là, pour chacun de ces items-là là, au minimum. Donc, c'est un travail quand même qui se fait plutôt bien. Donc, on voulait quand même, je voulais quand même insister là-dessus aujourd'hui avec vous. Bien, j'en ai terminé sur les consignes particulières là, en lien avec le programme, pas les consignes, mais les conseils plutôt. Je vais en rafale là, vous fournir quelques conseils pratico-pratiques. C'est des conseils qui pourraient s'appliquer à n'importe quel programme ou à peu près là, de subvention qu'on a ici au FRQS, mais c'est bon de le mentionner tout de suite aujourd'hui. Donc, premier conseil, tout à fait de base, il faut lire, relire et lire encore les règles de programme pour s'assurer de bien s'imprégner de l'esprit du programme, comprendre ses différentes exigences ainsi que les attentes des partenaires. Donc, même en cours de rédaction de votre candidature, votre dossier, n'hésitez pas à relire les règles au complet, c'est toujours une bonne chose. Ensuite, pour avoir une meilleure idée de la tâche qui vous attend, il est recommandé de regarder les aperçus des formulaires de lettre d'intention et de demande complète qui sont disponibles en version PDF dans la section documents exigés sur le web dans les règles du programme. Je vous ai fait une petite capture d'écran, c'est la façon où vous pourrez les repérer, donc version PDF avec une petite flèche pour information. C'est là que vous aurez l'information, puis toutes les libellés là, sur les consignes. Donc, ça peut être intéressant de regarder ça avant même d'ouvrir un formulaire dans notre plateforme FRQNet. Très important, chaque co-chercheur ou co-chercheuse doit donner son consentement à figurer dans la composition de l'équipe. Ça, c'est valable même pour les gens des milieux utilisateurs que pour les usagers et proches des personnes qui vivent avec un TNCM. Ça, c'est avant la date limite de transmission des lettres d'intention, sans quoi le chercheur ou la chercheuse principale ne sera pas capable de transmettre son formulaire à l'établissement puis éventuellement au FRQS. Donc, vu que ce n'est pas des gens qui sont habitués à faire ça, il va falloir qu'il y ait l'ouverture d'un compte dans FRQNet qui soit fait. C'est très rapide à faire, mais il faut quand même savoir comment faire. Et il faudra épauler peut-être ces personnes-là là, qui sont moins familières avec notre système, justement là, pour les aiguiller, pour les aider. Bien sûr, je serai là pour apporter un soutien, mais pas faire ça à la dernière minute. C'est ce que je pourrais vous donner comme recommandation. Donc, oui.
Puis il est capital de bien connaître les critères de pertinence des lettres d'intention, de même que les critères d'évaluation des demandes complètes. Assurez-vous de cocher toutes les cases, de remplir tous les critères. Et au même titre que le premier conseil que je vous donnais là, en rafale, c'est de lire et relire ces différents critères d'évaluation. Si votre projet répond à tout cela, les membres de comité, les pairs qui vous évalueront, apprécieront certainement votre candidature. Et il est bon d'informer l'établissement gestionnaire de votre intention de soumettre votre candidature au programme. Il ne faut pas oublier que c'est un nouveau programme qui compte des exigences particulières, des équipes particulières, de sorte que vous aurez certainement un meilleur service et soutien en vous y prenant tôt. Je suis à peu près convaincu qu'il va y avoir des gens, des bureaux de la recherche, des universités. Je les encourage à le faire d'ailleurs, vu qu'on en a ici en tant que participants, à me contacter pour des questions spécifiques sur le programme. Puis, comme ça, la boucle de communication sera tout à fait efficace là, entre moi, votre bureau de la recherche, puis vous-même qui préparez un dossier de candidature. Et surtout, c'est pour ça qu'il est en caractère gras ici, c'est ne pas hésiter à contacter la personne responsable du programme au FRQS, en l'occurrence moi-même, pour vous aider à y voir plus clair. Puis, par-delà le courriel qui est toujours pratique, utile, je vous invite à m'appeler aussi parce qu'on peut traiter plusieurs choses par la même occasion. Je peux répondre facilement à plusieurs questions et surtout vous aiguiller, vous donner des conseils que vous n'aviez pas nécessairement en tête initialement. Donc, voilà, c'est pas mal tout ce que j'avais à vous dire là en lien avec les conseils pour présenter une candidature. Sur ce, je ferme mon micro et je passe la parole à Dr. Antoine Groux de l'unité de soutien CSA Québec qui va vous présenter la partie justement qui concerne l'unité. Donc, Antoine, la parole est à toi. Merci beaucoup. Ça fait très plaisir de prendre ce relais. Bonjour à toutes et tous. Grand plaisir de vous partager brièvement comment l'unité soutien SSA du Québec va pouvoir contribuer à ce très beau projet qui vous a été présenté. Alors, cette unité, diapositive suivante, s'il vous plaît, je vous la présente en rafale. D'abord, quelques déclarations d'intérêt. Du côté de l'unité, j'occupe différentes fonctions et chapeaux qui sont ici présentés, qui, à ma compréhension, sont davantage de l'ordre des intérêts liés que de conflits d'intérêts. Alors, ce sont des intérêts qui me permettent notamment de contribuer mieux à cette unité qui m'est très chère. Diapositive suivante. L'unité, c'est une unité qui n'est pas toute neuve. Par contre, vous avez sans doute remarqué que son nom avait évolué. L'unité a été fondée il y a à peu près 7 ans maintenant, sous un label qui était l'unité de soutien SRAP du Québec. Vous l'avez probablement connu sous cet angle, basé sur la stratégie de recherche axée sur les patients. Cette première itération de l'unité a permis de construire une capacité extraordinaire de recherche axée sur les patients qui a été notamment soulignée au cours des présentations précédentes. Une stratégie qui s'est articulée à travers les différents réseaux universitaires intégrés de santé et services sociaux du Québec, et qui, évidemment, s'est ancré dans les 4 grandes facultés, mais aussi indirectement dans d'autres institutions d'enseignement supérieur au Québec. Alors, on arrive maintenant dans une nouvelle itération de cette unité. On l'a fait migrer, comme vous l'avez compris, vers ce modèle apprenant, ce modèle qui tente à soutenir la mise en œuvre d'un système de santé apprenant. Et c'est un peu ce que je vais vous décrire dans les prochaines diapositives. La prochaine, d'ailleurs, s'il vous plaît. Alors, dans cette stratégie, à l'origine d'où? Elle vient des IRSC. Ce sont eux qui ont institué ce programme de la stratégie de recherche axée sur les patients. Ce sont eux qui souhaitaient finalement qu'on mette davantage l'accent sur une recherche ancrée, ou du moins que l'on puisse la soutenir à hauteur, une recherche très participative, très en phase, d'ailleurs, vous l'avez compris, avec le projet TNCM qui est mis sur la table aujourd'hui. On retrouve de telles unités qui soutiennent cette recherche en partenariat, notamment avec les patients et le public dans pratiquement toutes les provinces maintenant au Canada, ce qui permet un réseautage intéressant, partage entourant les données aussi, les banques de données canadiennes, ainsi que des plateformes de formation qui, elles aussi, ont une saveur canadienne. Donc, voilà un grand portrait à haut niveau de ce qu'est cette initiative. Diapositive suivante. Dans cette dynamique, vous l'avez compris, le patient, le public occupe un rôle clé. La diapositive montre dans la partie inférieure droite un schéma où on voit très aisément évoluer la notion de partenariat, passant d'un modèle très paternaliste de l'après-guerre, dans lequel on savait ce qui était bon pour le patient, à un modèle que vous avez certainement tous connu, très centré sur le patient,
modèle des années 90 jusqu'à récemment, et un modèle beaucoup plus contemporain, du moins c'est celui que nous préconisons à l'unité et dans lequel nous allons inviter les différents chercheurs et les personnes qui soumettront des projets à s'inscrire, qui est un modèle où le patient et le public agissent au même titre que tous les autres intervenants, qu'ils soient cliniciens, chercheurs, décisionnaires, en authentique partenaire. Alors, vous avez bien compris la vigueur et l'importance du partenariat pour nous dans cette stratégie. Et donc, ce que nous faisons dans cette nouvelle itération de l'unité, ce n'est pas construire la capacité en recherche axée sur les patients, mais bien profiter de la capacité phénoménale que nous avons pu construire et la mettre à contribution de projets pour les rendre encore plus ancrés et encore plus en partenariat avec les patients et le public. Diapositive suivante. Cette unité 2.0, au-delà de ce partenariat clé, va viser à jouer un rôle incontournable dans l'amélioration du système de santé québécois, une vision qui s'articule afin de livrer 4 objectifs principaux, qu'on s'appuie sur le quadruple objectif du IHI, l'Institute for Healthcare Improvement américain. Dans ce quadruple objectif, on retrouve des éléments évidents: améliorer la santé de la population, vous vous en doutez, améliorer l'efficience du système de santé, on le dit depuis longtemps, mais on veut y contribuer de façon active, de manière à rendre pérenne ce système. Une expérience heureuse et des résultats obtenus positifs pour les patients. Vous avez compris qu'avec l'accent fort qu'on mettait sur le partenariat patient et public, c'est clé. Mais quelque chose d'un peu plus exotique apparaît aussi, c'est améliorer le bien-être des ressources humaines en santé et services sociaux. Et dans ce projet, comme dans les autres, nous serons au rendez-vous pour soutenir ces ressources humaines précieuses. On l'a vu pendant cette pandémie plus que jamais, dans la prestation de services. Leur bien-être est clé et on va s'y intéresser beaucoup. Alors, ce sera le rôle de l'unité de contribuer aussi à vous appuyer dans vos devis de recherche de manière à ce que ces objectifs puissent être retenus. Le suivant, s'il vous plaît, c'est positif, merci. Ensemble pour un système de santé qui apprend, c'est vraiment là-dessus qu'on fonde notre offre de services. Vous le voyez, l'expertise, elle s'articule dans toutes les phases d'un système apprenant. Un système apprenant, vous avez tous compris ce que c'était. On le fait au quotidien quand on veut améliorer notre quotidien. On regarde ce qu'on fait, on analyse ce qu'on fait et ensuite de ça, on assure un changement. L'unité apporte à travers formation, consultation, des outils, et toujours en partenariat, du soutien dans chacune de ces sphères. Elle souhaitera donc contribuer à soutenir vos différents projets à la faveur de ces différentes composantes et à travers l'ensemble de vos projets. Diapositive suivante. Voilà en gros donc pour ce que c'est que cette unité soutient, ce qu'elle veut faire, ce qu'elle peut faire, et de façon très pragmatique, nous verrons à organiser en collaboration avec le ministère de la Santé et des Services sociaux, qui est un bailleur important des activités de l'unité, et le Fonds, qui, comme vous l'avez compris, est aussi un partenaire extrêmement important de l'unité, un atelier méthodologique, diapositive suivante, qui vous sera offert de manière à intégrer et comprendre quelles sont les expertises qui sont proposées par l'unité. Ces expertises, évidemment, système de santé apprenant, vous l'avez compris, et en partenariat, ça va de soi, mais beaucoup de capacités en matière d'optimisation de la gestion des données que vous allez vouloir aller chercher dans ces projets, de renforcement des capacités. On dispose déjà avec l'espace proximité, une espèce de plateforme qui a été mise en œuvre aux capacités étendues et qui permet justement d'assurer un transfert de connaissances, une formation dans différents domaines, de la participation patient et public à travers l'ensemble des activités du système apprenant jusqu'à des activités méthodologiques ou de gestion de données très pointues en gestion de changement. Bref, une plateforme extrêmement précieuse vers laquelle je vous invite à vous tourner. Des compétences aussi, des expertises qui sont plus nouvelles, celles-là en économie de la santé, en valorisation de données, incluant un réseautage d'experts en intelligence artificielle, par exemple, et en méthodologie, et dans un ensemble d'autres domaines de valorisation de données. Un souci important qui est notamment insufflé par la nature du programme en équité, diversité et inclusion, et en santé autochtone. Alors, des thématiques qui sont assez clés, puis je pense qu'ils ont été, à travers les dernières minutes, là, mises en évidence comme étant critiques dans un projet comme celui-là. Alors, nous disposons
d'un réseau extrêmement solide et expert en ces matières. Il nous fera plaisir de pouvoir les mettre à contribution auprès de vous. Et puis enfin, PREMS et PROMS, vous avez peut-être l'abréviation Patient Related Experience Measurements et Outcome Measurements. Donc, on est vraiment sur les résultats et l'expérience des patients. Et là-dessus aussi, on est en lien avec des experts très porteurs pour rendre vos projets encore meilleurs afin de bien servir cet objectif d'améliorer l'expérience et les résultats pour les patientes et les patients. Cet atelier aura lieu le 25 novembre 2021, c'est tout proche. Ce sera en ligne, évidemment, pandémie oblige. Les détails seront à confirmer. On viendra vous expliciter davantage quelles sont ces expertises de l'unité, les stratégies de recrutement et de mobilisation. On va contribuer à vous aider à cet égard. Présentation de l'offre de services de base et complémentaire de l'unité. Donc, quelles sont ces activités au niveau du portail, comment le portail peut vous aider. On a fait migrer le fameux guichet de l'unité en un portail qui est beaucoup plus en dialogue, beaucoup moins en go-no-go ou en gatekeeping. Formation, outils et conseils, je vous le disais, et des expertises de soutien complémentaires à celles de l'unité que nous travaillerons à mettre en relation avec l'ensemble des acteurs et porteurs de projets dans ce projet TNCM, avec bien sûr une période d'échange. On essaiera de travailler à bien comprendre vos besoins parce que l'unité de soutien, elle n'est pas là pour vous vendre quelque chose, elle est là pour travailler avec vous et vous soutenir et répondre aux besoins que vous aurez pour livrer la marchandise attendue dans ce bel appel à projet TNCM. Voilà, je crois que c'est la fin avec ça. Je vous invite, pour toutes les questions portant sur l'unité, à rejoindre ma collègue Mylène Lévesque qui a travaillé avec moi à l'élaboration de cette présentation et qui est l'adjointe exécutive à la direction scientifique qui pourra certainement être de très bons conseils pour la suite de ce projet. Merci Mylène, merci à tous et toutes. Merci beaucoup, Antoine, pour cette présentation. Ça nous amène à la période de questions, donc on est tout à fait dans les temps, même je crois que nous allons avoir un petit peu plus de temps que prévu. Je pourrais vous dire, n'hésitez pas à ajouter vos questions dans la section chat. Je vois même que certaines personnes l'ont fait dans la section questions et réponses, qui est tout à fait correcte également. Je n'ai pas tant encore de questions qui ont été formulées par l'auditoire, mais j'aurais peut-être une à adresser à mes collègues du ministère. Je vais vous la lire. Je crois connaître la réponse, mais je vais quand même vous laisser vous exprimer par rapport à celle-ci. Donc, j'en ai une qui va comme suit. Les projets soumis doivent-ils être axés sur les populations adultes ou un projet axé sur les jeunes, donc enfants et adolescents, jeunes adultes, vivant avec des troubles neurodéveloppementaux et leurs familles, peut-il être pris en considération dans le cadre de ce concours? Donc, je vois que Caroline ouvre sa caméra, donc je vais te passer la parole pour ça. En effet, là, ton intuition était la bonne, Michael. Non, on s'intéresse vraiment aux troubles neurocognitifs majeurs chez les aînés. Donc, le projet auquel tu fais référence ne pourrait pas là, figurer dans les projets retenus. Ça te convient comme réponse? Merci beaucoup, Caroline. C'est tout à fait clair. Donc, parfait. Je procéderai avec une autre question qui pourrait être peut-être répondue par l'unité de soutien SSA, soit par Antoine ou Mylène. Pour la lettre d'intention, je crois que la personne réfère là, aux critères de pertinence des lettres d'intention. On demande de préciser quelles sont les modalités anticipées afin d'engager, d'impliquer les personnes usagères et leurs proches dans le projet. Donc, on me demande ici, pouvez-vous nous préciser ce que vous attendez comme information dans ce paragraphe? Donc, je pense que, Antoine, tu pourrais nous donner quelques infos sur ce à quoi peuvent ressembler des modalités d'engagement dans un projet de recherche comme les Living Labs. Donc, je te passe la parole à ce sujet-là. Je peux compléter peut-être aussi. Oui, merci. Écoutez, je laisse place à la créativité. On pourrait vous donner des exemples concrets et plusieurs d'entre vous avaient déjà eu des expériences en engagement de patients ou de leurs proches à l'intérieur de projets de recherche. C'est une participation qui n'est pas campée ou cantonnée dans un modèle fermé. Je pense que le plus important, ce sera de le faire avec ces partenaires que vous souhaitez embarquer
je vous dirais que c'est probablement le facteur le plus favorable à une traduction d'une réelle collaboration et d'un vrai partenariat avec ces gens. Je pense que c'est sans doute là qu'est votre voie de passage la plus efficace. Pour vous dire, les patients partenaires et leurs proches, de façon traditionnelle, et c'est peut-être là où je vous invite à être prudent, on a une tendance à les impliquer une fois qu'à peu près tout est élaboré, là, puis on vient les utiliser beaucoup en validation d'un projet de recherche. Cette approche-là n'est pas celle que nous préconisons, à notre avis, à l'unité, et c'est ce qu'on a vu en matière de satisfaction et d'expérience de patients. Les meilleurs résultats, on les obtient quand ces partenaires, patients, leurs proches, sont impliqués dès la conception d'un projet. Alors, on doit s'attendre à voir dans vos projets que l'élaboration des projets de recherche ait été faite de concert avec ces gens, la mise en œuvre du projet, sa réalisation et son suivi. C'est ce qu'on préconise, c'est ça qui serait un véritable partenariat à notre lecture. Alors, c'est vraiment là qu'on vous invite à orienter vos travaux et présenter vos projets. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Antoine, je crois que ta réponse est très, très claire, là. Je pense que tu insistes sur le fait que ce n'est pas une participation instrumentale, puis que cette participation-là, elle doit être à différentes étapes là, de l'élaboration du projet et puis sa mise en place, son déroulement. Puis ça, je l'ai mentionné aussi là, dans la partie là, où je parlais de co-création. Co-création, ça doit être effectif. C'est un beau terme, mais il faut que ce soit empiriquement concret. Donc, c'est dans l'identification des thématiques, des objets de recherche. C'est sûr que dans les règles de programme, on a quand même des thématiques ciblées, il ne faut pas l'oublier, mais c'est dans la gouvernance aussi, dans le suivi du projet, les conseils qui sont formulés à l'équipe, la rétroaction par rapport aux résultats de recherche. Donc, ça englobe beaucoup d'étapes. Je pense que l'implication peut être faite à différents niveaux, justement, comme Antoine, tu l'as souligné. Donc, je crois comprendre que mon interprétation de ce que tu as dit est fidèle. Je poursuivrai peut-être avec une question encore qui concerne l'unité de soutien. Je peux quand même apporter un élément de réponse là, que je crois être le bon, puis mes collègues de l'unité pourront corroborer. La question, c'est, faut-il établir un lien avec l'unité de soutien SSA pour déposer la lettre d'intention? Bon, moi, je serais porté à répondre que ce n'est pas nécessaire tout de suite. Puisqu'il va y avoir un atelier méthodologique au mois de novembre. Donc, c'est une super occasion pour créer des liens à ce moment-là avec l'unité de soutien. Mais en même temps, vous avez les coordonnées de Mylène Lévesque là, dans la présentation. Donc, ce n'est pas interdit non plus de contacter l'unité. Je vais te passer la parole quand même, Antoine, pour ça. Bien, merci. En effet, la réponse est bonne, Michael. Ce qu'on veut, nous, comme unité, c'est être présent quand vous avez besoin des experts confédères à l'unité. Alors, n'hésitez jamais à venir nous voir dès maintenant. Vous voyez, par exemple, quand la question précédente évoquait le comment d'une participation patient, partenaire à l'intérieur d'un projet, bien, si vous arrivez avec un projet déjà très avancé et que vous n'avez pas interpellé l'unité ou que vous étiez un peu embêté, ça va être plus difficile pour vous. Vous allez probablement devoir refaire certaines parties si vous êtes moins familier avec ça. Ceux d'entre vous qui êtes déjà très habitués avec le partenariat patient, avec la science des données, peut-être effectivement que vous avez moins besoin d'unité maintenant. Nonobstant, on demeure là, présent pour vous. Il nous fera plaisir de vous accompagner dès les premières heures jusqu'à la fin de ces projets que nous souhaitons rendre les plus exceptionnels possibles. Merci beaucoup, Antoine, pour ces précisions. Ça m'apparaît tout à fait clair. Je poursuivrai avec une question qui concerne peut-être plus le ministère de la Santé et des Services sociaux. Je vais apporter, comme tout à l'heure, un élément de réponse qui m'apparaît être le bon. Puis, Caroline, tu pourras confirmer avec moi si c'est la bonne lecture que je fais. Donc, la question est la suivante. Est-ce que les TNC légers, qui sont la phase initiale des TNCM, pourront faire partie des critères d'admissibilité? Donc, est-ce que ça pourrait être jugé recevable pour les Living Labs? Je te laisse répondre, Caroline. En fait, tout à l'heure, on disait que justement, le vocable trouble neurocognitif majeur est le vocable parapluie pour l'ensemble des troubles neurocognitifs. Effectivement, à ce moment-là, il y a aussi là, ceux qui sont en début, donc de type plus léger. Alors oui,
en autant qu'on s'intéresse, comme on l'a précisé un peu plus tôt, à la population des personnes aînées. Donc, merci beaucoup, Caroline, pour cette précision-là. Puis, ça m'amène quand même le point là, selon lequel, rapportez-vous aux règles de programme, là, il y a des, sont bien campées les phases des travaux du ministère. Donc, les thématiques sont ciblées aussi. On a des objectifs. Donc, en relisant ça, vous allez pouvoir valider que votre projet s'inscrit bien dans les visées du programme. Puis, si vous avez des doutes, c'est toujours possible de me contacter pour vérifier. Puis, souvent, je suis en communication avec les partenaires du programme de toute manière pour valider des infos quand ce n'est pas tout à fait clair pour moi. Donc, je pourrais peut-être venir à des questions qui concernent plus des aspects pas pratico-pratiques, mais qui concernent le programme. Donc, je vais pouvoir répondre, je crois. Donc, je lis cette question. Est-ce qu'on comprend qu'on vise que les Living Labs soient financés pour un CIS ou un CIUS avec l'appui d'un PDG versus plusieurs CIS et CIUS avec l'appui de plusieurs PDG? Bon, dans un premier temps, je pourrais répondre que les fonds vont aller à l'établissement du chercheur ou de la chercheuse principale. Donc, ça risque fortement d'être une université, peut-être un centre hospitalier aussi. Là, je donne comme exemple le CHUM, qui est un établissement reconnu par les fonds de recherche du Québec. Pour la lettre d'appui, normalement, cette lettre d'appui-là, elle est signée par un seul PDG de CIS ou de CIUS. J'ai eu une question dans les dernières semaines à savoir est-ce que deux PDG pourraient signer la lettre d'appui au moment de la lettre d'intention. C'est correct, oui, ça va pour la lettre d'intention, mais il faut savoir qu'on a déjà préparé des formulaires pour un format particulier. Donc, assurément, là, pour le formulaire de demande complète, donc le formulaire à remplir par la PDG du CIS ou du CIUS, il va y avoir juste une signature. Fait qu'à ce moment-là, vous pourrez ajouter quelques lignes, peut-être pour dire qu'il y a une collaboration avec d'autres CIS et ou CIUS, mais ça va être un seul CIS et CIUS qui va plus cautionner là, votre projet en tant que tel. Donc, ça ne sera pas vu comme une valeur ajoutée si au moment de la lettre d'intention, là, il y a une lettre d'appui signée par deux CIS ou CIUS. On n'y a pas pensé dans la création du programme. Il est un petit peu trop tard pour changer ça. Mais je pense qu'avec la formule qu'on a actuellement, ça va être très bien. Ceci n'empêchant pas, comme je vous dis, pour la demande complète, là, de préciser un petit peu plus la collaboration dans le formulaire qui va être rempli. Donc, en espérant que c'est une réponse satisfaisante ici. Je regarde un petit peu d'autres questions. On pose des questions très pratiques. Est-ce que pour la lettre d'intention, seul le CV abrégé est requis pour les personnes de statut 4B, 4C, 4E, donc milieu utilisateur, usager, et seule une lettre de motivation de la part de l'usager partenaire? Oui, c'est ça. Pour ces gens-là, on demande juste un petit CV abrégé de 2 pages. Puis, demande additionnelle pour l'usager, patient partenaire ou proche d'une personne qui vit avec un trouble neurocognitif majeur. Ben oui, on lui demande une lettre de motivation à contribuer au projet. Effectivement, vous avez bien saisi ce qui est requis. Puis justement, il y a quand même beaucoup de documents qui sont demandés. Donc, vraiment, lisez attentivement les règles de programme pour vous assurer de ne rien rater et compromettre votre admissibilité au programme. OK, je vais voir. Est-ce qu'il peut y avoir 2 co-chercheurs principaux? Non. Il y a une seule personne qui présente la demande, puis on met les autres co-chercheurs, si je peux me permettre l'expression, sur le même pied d'égalité. Donc, il n'y a pas 2 co-PI. Il y a vraiment une personne qui présente la demande qui est PI, donc chercheur principal, et les autres sont co-chercheuses. Et pendant que j'y suis, je précise aussi que dans le formulaire électronique de demande, vous allez pouvoir aussi vous entourer de collaborateurs et de collaboratrices, ceci en nombre illimité. Si vous pouvez, à partir du moment que c'est pertinent, vous pouvez en ajouter plusieurs. Donc, c'est des gens à qui aucun fonds ne peut être transféré. Cependant, ils apportent une contribution intéressante à votre projet. Donc, ça, je tenais à le spécifier. Mais effectivement, il y a juste un chercheur ou une chercheuse principale dans le cadre de ce programme-ci.
Bon, petite question qui va aller qui vient de rentrer, qui pourrait être dirigée à mes collègues du ministère de la Santé. Donc, elle va comme suit. La phase 3 du plan M3S se focalise sur la première ligne. Est-ce que les projets doivent se focaliser sur la première ligne? Caroline. Oui, bien, en fait, la phase 3 des travaux, effectivement, on maintient quand même l'approche que ça doit se dérouler en service de proximité, en première ligne. Mais évidemment, on pense aux services spécialisés quand on aborde l'histoire des transitions, parce qu'on sait que dans le parcours, éventuellement, il y a probablement un accès à des services spécialisés. Et quand on imagine les transitions, on veut que là aussi, ça se fasse de façon fluide, puis qu'il y a un retour à la première ligne, au service de proximité par la suite aussi, qui se fait très bien. Donc, on focalise sur les services de proximité autour des usagers de leurs proches, mais évidemment, il y a des accès à des services complémentaires ou à des partenaires communautaires, par exemple, et tout ça fait partie des transitions possibles dans le parcours. Est-ce que c'est clair, Michael? Pour moi, c'est tout à fait clair. Merci beaucoup, Caroline. Très bien. Une autre question que j'ai reçue, est-ce qu'un organisme représentant les personnes atteintes avec un TNCM peut être considéré comme un usager? Ce n'est pas la manière dont, puis là, les gens de l'unité pourront corroborer ce que je dis peut-être, là, mais dans la façon dont le programme est conçu, il y a un chercheur principal, comme vous savez, il y a des co-chercheurs, puis dans les co-chercheurs, il y a au moins un usager, une usagère ou un proche d'une personne qui vit avec un TNCM. Puis on identifie ça du statut 4E, donc participant à titre individuel. Donc, c'est une personne individuelle, je vois ça comme ça. Par contre, un organisme qui représente les personnes atteintes d'un TNCM, je verrais ça comme une personne des milieux utilisateurs. Donc, ça pourrait être un co-chercheur de statut 4C, par exemple, si vous êtes à la direction d'un organisme communautaire dont il s'agit de la mission. Vous pourriez être co-chercheur ou co-chercheuse, donc contribuer au projet, mais en tant que personne de statut 4C, donc chercheur des milieux utilisateurs. Si ce n'est pas une approche qui vous convient, vous ne voulez pas participer activement, faire partie de l'équipe de projet, comme je mentionnais tout à l'heure, vous pouvez être collaborateur ou collaboratrice aux efforts de recherche. Donc, ça, c'est aussi possible de le faire. Mais à ce moment-là, il n'y a pas de financement qui peut vous être octroyé. C'est la réponse que j'aurais à fournir à ce niveau-là. Est-ce qu'Antoine, tu désirais apporter un élément additionnel? Non, tout à fait d'accord. Petite nuance peut-être ou petite précision. L'art du partenariat patient-public nous témoigne que la notion de représentation apporte rarement toute la valeur qu'on recherche. Alors, des représentants pas des représentations ou des groupes de représentants, pas tant qu'ils n'ont pas de valeur, mais c'est une valeur qui doit être conciliée à celle qu'apportent les partenaires patients et leurs proches, par exemple, de façon individuelle, comme l'a dit Michael. Donc, ce n'est pas une exclusion de ces groupes ou de la valeur que ces groupes peuvent apporter, qui peut être très grande, mais ce n'est pas l'objet précis du partenariat patient et public qui est préconisé actuellement. Très bien, merci beaucoup, Antoine. Je viens de recevoir une autre question, puis ce qui est excellent, il nous reste quand même du temps. J'inviterai tous les participantes là, à envoyer des questions, puisqu'on a encore beaucoup de temps pour répondre. Donc, est-ce qu'il y a un aide-mémoire sur votre site qui regroupe l'ensemble des consignes à respecter pour présenter un projet? Bon, bien sûr, vous comprenez qu'il y a les règles de programme qui est tout à fait important. C'est important de les lire et les relire, comme j'ai mentionné tout à l'heure. Un aide-mémoire, je ne sais pas si ça serait vraiment utile là, en plus des règles de programme. Ceci dit, dans le formulaire électronique de demande, je ne crois pas que ce soit le cas pour la lettre d'intention. Peut-être que oui. Vous allez voir qu'il y a une section dans FRQNet, le formulaire électronique, qui s'appelle préadmissibilité, où vous allez devoir cocher effectivement que vous avez joint tous les documents essentiels pour rendre votre candidature admissible. Donc, ce que je pourrais vous dire, c'est que ça peut vous aider à ne rien oublier. Et je vous recommande de ne pas cocher juste pour vous dépêcher de remplir cette section-là. Vérifiez vraiment que vous avez tout ajouté les documents.
Question tout à fait intéressante parce qu'habituellement, on n'inclut pas cette section-là, mais étant donné la complexité du programme et la multitude de documents demandés, on l'a ajouté cette fois-ci. Donc, voilà pour ma réponse à cette question. Où retrouvons-nous les sujets possibles pour la recherche? Je pourrais vous dire encore une réponse un petit peu générale. Regardez les règles générales communes. Il y a des thématiques ciblées dans l'appel à projet. Donc, à l'intérieur de ces thématiques-là, bien sûr, vous pouvez amener votre objet de recherche à vous, celui de votre équipe, mais il faut vous assurer que ça rentre dans une thématique qui est ciblée. Si vous croyez qu'effectivement, ça rentre dans une des thématiques ciblées par le ministère et ses partenaires, je pense que c'est porteur. Et ceci dit, c'est au moment de la lettre d'intention, donc quand il y aura un comité de pertinence des lettres d'intention, que là, vous allez avoir le verdict final, là, si je peux dire comme ça. Donc, si vous pensez que votre sujet est pertinent en lien avec les thématiques ciblées du programme, je vous recommande d'appliquer, de préparer une lettre d'intention. Mais au final, c'est le comité de pertinence qui va se pencher sur votre lettre d'intention, qui va statuer sur l'admissibilité, la en fait, je ne suis plus capable de prononcer le mot ici, là, mais le fait que votre demande soit recevable. Alors, c'était ma réponse pour ça. Je vais vérifier dans questions et réponses s'il y a d'autres éléments qui sont apparus comme question. Non, il n'y a rien à ce stade-ci. Donc, une personne dit, je vois que la rencontre est enregistrée. Est-ce que c'est possible de la partager? Oui, effectivement, je n'ai pas la date précise, mais je pense que rapidement, après la rencontre d'aujourd'hui, vous pourrez aller sur le site web des fonds de recherche du Québec, donc frq.gouv.qc.ca, puis faire une recherche pour trouver le programme dans Trouver un financement. Et sur le site web des règles de ce programme-ci, vous aurez là, assez rapidement accès là, à l'enregistrement de la séance d'information et probablement la présentation PowerPoint là, qui a été préparée. Là. Donc, c'est ce que je pourrais dire à ce sujet-là. Donc, peut-être fin de la semaine ou à tout le moins la semaine prochaine, ça devrait être disponible. Donc, je regarde un petit peu comment ça se présente. Je crois que j'ai une nouvelle question. Pour la lettre d'intention, est-ce bien uniquement 2 pages? Je vous inviterai à revoir les règles du programme. Là, on demande beaucoup plus que ça. Là. C'est une description sommaire du projet qui est demandé, mais quand même, ça requiert plus que 2 pages. Là. Donc, je vous inviterai à vous référer à la pléthore de documents qui sont demandés. Il y a le formulaire électronique, mais il y a aussi des documents à attacher dans une section de ce formulaire-là. Donc, c'est plus de travail que 2 pages. Puis, comme je vous disais, allez voir la section, en fait, non, le PDF pour information qui est disponible dans la section documents exigés des règles du programme. Puis là, vous allez vraiment avoir un aperçu plus substantiel, plus complet de ce qui vous est demandé. Bon, voilà. Très bien. Je ne vois pas d'autres questions pour l'instant. Donc, si quelqu'un a autre chose à ajouter, une précision quelconque, je vous inviterai à le faire tout de suite. Sinon, je pense qu'on pourrait passer à la clôture de la session. Donc, peut-être un petit 20 secondes que je peux vous laisser pour écrire là, les dernières questions que vous pourriez avoir. OK. Bon, à ce moment-là, écoutez, je crois qu'on peut clore la période de questions et de réponses. Écoutez, merci. Je peux y aller avec le mot de la fin, donc même un petit peu avant le temps. Alors, merci tout le monde d'avoir participé à cette séance d'information sur le programme des Living Lab TNCM. Grandement apprécié que vous soyez tous là en grand nombre. Donc, on sent qu'il y a un bel intérêt pour
pour le programme. Donc, on espère que ça va se refléter dans le nombre et la qualité des lettres d'intention que nous recevrons bientôt. Puis, effectivement, il y a des gens qui me demandent de rappeler la date limite pour la transmission des lettres d'intention, qui est la première étape là, du processus. Ben, en fait, la date limite, effectivement, c'est le 7 octobre prochain à 16h30. Donc, on attend vos lettres avec grand intérêt. Je vois qu'il y a déjà quelques lettres qui sont en préparation du côté de certains chercheurs et chercheuses, certaines équipes. Alors, bien écoutez, merci beaucoup pour votre temps, pour votre participation. Puis, je remercie également les partenaires du programme, le ministère et l'unité de soutien qui ont fait des présentations également aujourd'hui. De même que je voudrais souligner la présence de patients, d'usagers partenaires qui nous accompagnent aussi dans ce processus. Donc, merci beaucoup et au plaisir. Merci encore.